Bonjour et bienvenue dans mon journal de la semaine où je parle des livres que je lis, que j'ai lus, que je suis en train de lire, que j'ai commencé à lire. Je vais essayer cette semaine de parler des livres en cours de lecture, même si ma voix n'est peut-être pas celle des grands jours et que la pile de livres est à nouveau assez importante, mais je vais quand même essayer de parcourir ces livres-là, de parler de cette expérience de la lecture de livres variés, mais de livres qui se répondent. Et ça me permet de faire un petit commentaire par rapport au journal de la semaine passée, où je parlais déjà de certains des livres dont je vais reparler, et où l'autrice d'un des livres a réagi, alors que j'avais très peu parlé de son livre. Je vais en parler sans doute un peu plus, en tout cas je vais commencer par ce livre-là. Cette semaine, c'est Bruit de Anne Savelli, et Anne Savelli m'a dit l'influence qu'avait eue Nathalie Sarraute, dont je parlerai aussi sur sa propre écriture, en tout cas l'impact ou l'effet que celle-ci lui avait fait. Donc il y a des liens, et puis en plus elle connaissait une autre autrice dont j'ai parlé la semaine passée, donc on vit dans un monde où finalement les gens sont plus proches qu'on ne l'imagine. Alors donc, parler des livres, les parcourir et en dire les impressions, même si on n'en est pas encore à la fin des livres, même si ces impressions sont volatiles, elles peuvent changer au cours de la lecture. Et donc ce ne sont pas des jugements définitifs que je fais ici, mais plutôt des réflexions, des jugements en cours d'élaboration. Alors commençons donc par Bruit d'Anne Savelli, un livre tout récent au moment où je parle ici. Il a été publié en 2026, donc l'année même où je suis en train de m'exprimer. Et c'est un livre qui, à la fois, raconte quelque chose, mais raconte les bruits d'une journée, ou du moins c'est ainsi qu'il commence, dans une ville. Quelle ville ? Il n'est pas forcément simple de savoir laquelle, c'est peut-être la ville de Paris. C'est celle à laquelle on pense, étant donné que je crois savoir qu'Anne Savelli vit à Paris, mais peut-être est-ce une autre ville, en tout cas c'est la ville, les bruits de la ville et des personnages multiples. Alors un personnage principal qui est un personnage de petite fille qu'on appelle F et qui fuit, et puis d'autres personnages qui petit à petit prennent de la place avec cette narration par heure. Tout commence à 6 heures et on nous donne les endroits. 6 heures, cité, palier, et puis ensuite 6 heures 1, cité, escalier, 6 heures 2, cité, troisième étage, palier, etc. Et petit à petit se crée une sorte de fresque qui avance dans le temps. J'en suis à 9h25 de la même journée. Alors, je ne sais pas la durée, si c'est 24 heures, si c'est plus. Comme je suis en cours de lecture, je ne sais pas. Et on a tous les bruits qui se heurtent, ou en tout cas qui interviennent les uns après les autres. Et ça crée une sorte de monde dans lequel on évolue. Un monde qui d'ailleurs est résumé à 8h38. Hôpital, chambre, tout ça c'est entre crochets pour dire le lieu. Boîte crânienne de la patiente. La boîte crânienne, c'est souvent ça. Les bruits sont aussi dans la tête. Il y a trop de monde dans cette tête, trop de voix et de personnages, ça s'entremêle, je m'épuise. La fatigue part du ventre, elle est immense alors, elle fait bloc et remonte, elle irrigue la poitrine, je la sens se fixer partout, trop de monde dans ce corps. F c'est la petite fille donc, F suffirait pour raconter la ville. C'est intéressant cette phrase-là, parce que ça nous donne peut-être le but. Raconter la ville. Mais F, le personnage de la fille qui fuit et qui se retrouve à plein d'endroits différents, qui essaye de lire mais qui n'y arrive pas tout à fait, ou qui y arrive très très peu. Trop de monde dans ce corps, F suffirait pour raconter la ville. Pourquoi faut-il aussi ces flics, ces détenus, ces étudiants qui n'ont pas de rapport entre eux ?
Il y a dans le désordre celui qui apprend la médecine vivant dans la réserve de la bibliothèque, Kelly, l'employé du supermarché qui aligne les pâtes, l'homme dont elle a peur et que je n'entends pas. Il y a cette doctorante en lettres qui déboule à peine, prend déjà de la place. Son directeur de recherche est l'écrivaine interviewée. Il y a Bernex, le flic errant après une nuit de garde, le chat de la cité, les corneilles qui nidifient, le garçon aux cheveux rouges et aux drôles de pseudo. Orion. Il y a l'argot de son père, l'inspecteur énervé à la tasse de café. Il y a le gardé à vue du 3B, difficile à décrire, angélique, muet ou gueulard. Les parents inconnus de F. Il y a l'appart, squatté, et le voisin qui jacte, et le gardien d'immeuble. Il y a l'homme qui filme, suit la horde au complet. La star entreaperçue, son fan veilleur de nuit, son chauffeur, son manager. Il y a le VRP en pièces pour oiseaux en route vers l'aéroport, croisant peut-être sans l'avoir la Rolls. Il y a le personnel des écoles, les chattes Doris et Dodu. Il y a le réfugié des quais trempé par la pluie et celui qui dort sous la tente. Il y a des éboueurs et des femmes de ménage, des mariniers et des dealers, des sportifs, des conducteurs de scouts, de bus de berline, ici même, des médecins, des patients, des infirmières. Il y a 1000 personnes que je ne connais pas et ce petit bruit de fuite près de moi. Voilà ce que raconte ce livre-là. Là, on a une sorte d'arrêt à 8h38 sur tout ce qu'on nous a déjà raconté en peu de temps. Tous ces personnages qui font le bruit de la ville. Les bruits de la ville, c'est un pluriel, et c'est éminemment pluriel ici. Et puis ensuite, on a d'autres choses qui se passent, mais je vais en laisser pour la suite, puisque j'en suis à la page 112, et disais-je, à 9h25, et c'est un livre assez épais, de plus de 350 pages, donc ces bruits d'Anne Savelli, je vais encore les écouter avec beaucoup d'attention. Et donc, revenons maintenant à Nathalie Sarraute. Nathalie Sarraute, je parcours la Pléiade qui lui est consacrée. J'ai terminé la lecture de son premier roman, Portrait d'un inconnu, qui est un roman où le narrateur, qui dit « je », et qui est assez peu clairement individualisé, observe deux personnages qu'il a aussi ont des comportements qu'il tente de comprendre sans les comprendre tout à fait. Et ce roman se termine un peu comme un roman traditionnel, ou en tout cas comme un roman du 19e siècle, un roman réaliste. Ça ressemble la fin à quelque chose comme du Flaubert peut-être, ou du Maupassant, ou du Balzac qui l'a inspiré, parce qu'il y a un personnage qui intervient, il s'appelle Monsieur Dumontet, et puis en gros tout se règle. C'est-à-dire qu'on avait deux personnages, un père et sa fille, dont on voyait bien que les rapports étaient compliqués, et tout ça était perçu dans une espèce de monde un peu larvaire. Enfin, souvent cette image des larves, des insectes qui se battent. Mais à la fin, finalement, tout ça retombe avec une certaine ironie de la part de l'autrice sans doute, dans quelque chose de beaucoup plus banal, ou en tout cas de beaucoup plus ordonné. Monsieur Dumontet épouse la fille, il achète une maison, le père est content que sa fille puisse partir, et le narrateur, il est à la table avec eux, et lui aussi a l'air satisfait de ce qui se termine, et tout ça donc se termine par des calculs d'apothicaire autour de la maison, du mariage, etc. Donc c'est un roman qui revient à la forme traditionnelle après s'en être échappé. Alors évidemment, c'est un premier roman, l'art de Nathalie Sarraute est en train de naître, et peut-être que elle ne va pas aussi loin qu'elle ira par la suite. Alors, où ira-t-elle par la suite ? Eh bien, je garde
la surprise pour moi-même, parce que je n'ai pas lu la suite. Le prochain livre, c'est Marthereau, un autre roman. Et donc, va-t-elle poursuivre cette déconstruction des personnages, cette fragilisation du narrateur qui existe pourtant, qui reste pourtant, j'allais dire, solide dans sa fragilité. Il y a quelque chose de particulièrement... d'un peu... On sent qu'elle est au seuil de passer de l'autre côté, quoi, d'envoyer balader les conventions du roman, mais qu'elle joue encore avec dans le portrait d'un inconnu. Ça reste un portrait. Il y a quand même quelqu'un qui fait le portrait, même si c'est en tâtonnant. Voilà donc un peu quelques impressions sur ce portrait d'un inconnu de Nathalie Sarraute. Mais continuons notre petit parcours des livres lus ou en cours de lecture. Alors on va prendre peut-être Le Train. Parce que deux des livres que j'ai lus cette semaine, en tout cas un je l'ai terminé et l'autre je suis en train de le lire, concernent Le Train. Je parlais déjà de ce Au prochain arrêt de Hiro Arikawa qui raconte au Japon un voyage en train et qui se met à parler des différents personnages qui occupent ce train. C'est une démarche qui est finalement pas si éloignée que ça de celle d'Anne Savelli dans Bruit, où ce sont les bruits de la ville et les êtres multiples de la ville. Il y en a plus chez Savelli que chez Hiro Arikawa, qui concentre ça sur quelques personnes qui prennent le train, et puis qui surtout fait un aller et un retour. J'avais lu l'aller la semaine passée, et puis maintenant j'ai lu le retour lors de mes voyages en train. Et la deuxième partie, on retrouve les mêmes personnages qui font le voyage dans le sens inverse, mais il s'est passé du temps entre deux. Des relations se sont nouées, des gens ont changé, des couples se sont formés, d'autres ont déménagé, ont quitté leur partenaire, etc. Et tout ça fait qu'on retrouve les mêmes personnages qui se rencontrent pas tout à fait, parce qu'ils sortent à chacun à des arrêts différents, mais tout d'un coup, on les revoit. Et on se demande ce qu'ils sont devenus. Et puis le train qui continue à parcourir ses allers et retours et à transporter des vies, à créer des histoires. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que le train, comme moyen non seulement de transport, ou de transport peut-être dans différents sens du mot transport, le transport amoureux est créé peut-être par le train, il y a souvent des histoires d'amour ici, et le train aussi qui suscite des histoires. Et donc on lit ça avec beaucoup d'intérêt. Et on découvre aussi un peu des traditions japonaises, des manières de faire, des sensibilités japonaises. Juste un petit parcours, juste un petit parcours, un tout petit bout de ce texte-là pour en saisir. Je vais lire peu d'extraits aujourd'hui parce que ma voix, ça me nuise petit à petit, mais je vais quand même lire un petit bout ici. Une fois que le train a franchi le pont, l'école de musique de Takarazuka, un bâtiment qui semble sorti d'un conte de fées avec ses murs de briques beige et son toit de tuiles orange apparaît. Yuki prit Masashi par le bras lorsque le train arriva à Takarazuka. Depuis cette soirée chez lui, elle s'appuyait sur lui sans hésiter. Tous les passagers descendirent du train. Masashi et Yuki aperçurent la grand-mère qui portait la cage de son chien et sa petite-fille. Ils agitèrent la main dans leur direction et elles leur répondirent en se dirigeant vers la sortie. Masashi et Yuki, eux, montèrent dans le train en direction d'Umeda. Voilà, juste des personnages qui se croisent, mais il s'est passé quelque chose dans leur vie. Alors un autre train est pris dans le livre suivant dont je vais parler, même si c'est
dans un monde complètement différent. Déjà, c'est dans un monde beaucoup plus imaginaire, ou en tout cas beaucoup plus est-ce que c'est de la science-fiction? J'ai toujours la peine avec ce genre de terme, mais en tout cas dans un monde d'après où le monde a beaucoup changé. Il s'agit de Clark Nova de Jérémie Tolomé. Jérémie Tolomé, c'est un poète d'abord, un poète belge, et un écrivain donc, qui s'inspire ici, nous dit-on, je lis la quatrième de couverture, dans ce roman noir mais non dénué d'humour, le poète Jérémie Tolomé redonne vie au personnage de l'écrivain américain William S. Burroughs et les plonge à nouveau dans un monde monstrueux. Alors, moi je n'ai pas lu William S. Burroughs, donc je n'ai pas les références qu'il faudrait avoir ou qu'on pourrait avoir, mais c'est pas si important que ça. Peut-être bien que je vais ensuite aller explorer cet auteur-là. Il y a en tout cas beaucoup d'originalité dans l'écriture. Alors, je n'ai pas lu grand-chose et je ne vais pas lire énormément de choses aujourd'hui, mais quand même, on se trouve dans un monde où le monde a beaucoup changé. Il y a eu une grande extinction des êtres humains. Enfin, il en reste moins qu'aujourd'hui. Et le monde est divisé en 4 parties, nord, sud, est, ouest, des sortes de stations et des trains entre deux. Et on a donc un agent qui voyage ici, et il a avec lui une machine qui s'appelle donc la Clark Nova, une créature mi-machine à écrire, mi-araignée, nous dit-on, et qui fait des commentaires sur ce qu'il se passe. Alors c'est une espèce d'agent secret, notre personnage, je ne sais pas s'il est si secret que ça, mais en tout cas d'agent. Et donc on assiste à ce voyage, on découvre ce monde étrange et assez inquiétant où on tue l'agent lui-même, il tue énormément de gens, en tout cas il me semble qu'il en a déjà tué plusieurs au moment où j'en suis dans l'histoire, et donc bon, tout ça est assez étrange, ça a des échos avec le monde d'aujourd'hui, avec notamment les questions écologiques, les questions d'IA, etc., qui nous occupent. Et donc voilà un peu ce que c'est. Alors, juste peut-être un petit peu de lecture là aussi pour se donner un peu une idée. C'est un style assez haché avec beaucoup de tirets, de longs tirets, je ne sais pas si on le voit ici, qui coupe un peu les phrases, qui rend ce texte assez percutant, et puis des parties en gras et entre crochets, qui sont les réflexions de cette machine Clark Nova, qui parfois intervient, puis il y a d'autres choses qui font que notre personnage est hyper connecté, puis qu'on annonce en permanence 97 morts, station ouest, explosion, dieu de verre, par exemple. 274 morts, station sud, déversement toxique, etc. Puis il reçoit des notifications de tout ça en permanence. Bref, on est dans le monde actuel, quoi, mais en pire. Et donc, je vais peut-être lire un petit extrait. L'agent Lee, donc c'est notre personnage principal, allume le pager qui émet un bip. S'affiche le mot connecting. Ça c'est écrit en majuscule. Puis apparaît le symbole de l'éclair. Puis le pager émet 3 bips consécutifs. S'inscrivent ensuite les mots 94 morts, station nord, bombardement massif. Vous avez vu la rapidité d'affichage, agent Lee, c'est grâce au coltan. Il ne faut que 12 secondes après l'événement pour que vous en soyez informé. C'est fou, n'est-ce pas ? Le département recherche et développement estime que la prochaine génération de pagers pourrait viser un temps de latence de seulement 8 secondes de l'événement à l'affichage, grâce au super coltan, garantie respectueux de l'environnement. Il y a presque du greenwashing qui arrive ici. C'est fou, n'est-ce pas ? Gardez le pager allumé, il vous transmettra des informations diverses. Vous ai-je dit que l'information c'est la clé, agent Lee ? Et il est bombardé de plein d'informations dont on ne fait pas grand-chose pour l'instant, mais voilà, ça crée une ambiance qui ressemble, mais en la tordant un peu à ce qu'est notre époque. Et puis intervient tout d'un coup la machine Clark Nova qui fait des commentaires. Si vous la jouez fine avec ce gros lard, nous avons une chance de classer cette histoire une fois pour toutes.
Voilà ce que dit par exemple cette machine. Alors après, il y a des chapitres, là où j'en suis, la Clark Nova évoque l'agent Lee et la glace, et puis on a un chapitre où c'est que la machine qui parle. Mais je ne l'ai pas encore lu, celui-là, c'est le prochain que je vais lire. Mais voilà, donc on découvre un monde où les gens sont ce qu'on appelle émissionnistes. On est capable dans ce monde-là d'entrer dans le fort intérieur des gens et à le décrire. Les machines sont capables de le faire. Évidemment, c'est assez terrible, c'est une dystopie, mais c'est une dystopie dont on se dit, quand on lit ce livre-là, que nous vivons dans un monde qui y ressemble. Mais passons de la dystopie à l'utopie. L'utopie, une utopie, c'est toujours plus délicat à construire qu'une dystopie. L'utopie, c'est Les Indociles de Camille Rébété et Pitch Comment, dont j'ai déjà parlé. J'ai lu le dernier volume de cette bande dessinée jurassienne, Chiara, année 2000, où les personnages qu'on a déjà rencontrés, Lulu et compagnie, qui vivaient dans une sorte de ferme dans un petit village du Jura suisse, en une communauté hippie dès les années 60, 70, 80, on aurait dû dire 80, mais dans le Jura, je crois qu'ils disent 80 quand même, 90, et donc 2000. Et donc, on assiste au vieillissement petit à petit de ces gens-là, aussi à cette utopie, à ces rêves d'un monde meilleur qui petit à petit se brisent, même si on trouve des choses qui restent. Lulu et Chiara, enfin, se retrouvent dans la même baignoire, alors que ça fait des années que l'amitié n'était qu'amicale. Et puis, donc, on assiste petit à petit à la fin de cette histoire, au vieillissement, à la perte des illusions, mais pas totalement. Il y a une tendresse entre les personnages qui a lieu. Alors il y a en même temps les problèmes du temps du début des années 2000, mais une fête, on va finalement fermer cette ferme dans laquelle on vivait en communauté, mais on fait la fête pour terminer. Et puis la maladie vient aussi semer son grain de sel, et on se retrouve avec Lulu dans les années 2010, qui n'est peut-être plus aussi utopiste qu'avant, mais qui cultive son jardin. C'est un peu un Candide. Voilà, donc c'est une série de livres qui m'a bien plu, justement par à la fois cette idée d'utopie qu'on veut créer, cette idée de monde meilleur, et puis un échec qui n'en est pas tout à fait un, ou pas tout à fait un, pour être plus précis dans ma prononciation. Et donc, cet échec, cette mélancolie, elle est relative. Et pour terminer, alors là, on va aller dans la dystopie la plus terrible, parce qu'elle a véritablement existé et qu'aujourd'hui, on craint qu'elle revienne. Je ne vais pas dire grand-chose de ce livre-là que j'ai à peine commencé dans sa lecture. C'est Olivier Manoni, Traduire Hitler. Olivier Manoni, c'est le traducteur de Mein Kampf, de la dernière version, et il y a passé 10 ans. Et ce petit livre nous raconte, alors je n'ai lu que la préface, enfin l'incipit, qui s'appelle L'Invasion, de ce livre-là, où il raconte un peu ce que ça fait que de traduire Hitler, et sans doute il le fait ensuite de manière plus détaillée dans la suite de ce livre, où justement cette expérience de la langue d'Hitler, d'une langue qui est une langue qui a provoqué des meurtres en masse, qui est une langue génocidaire à quelque part, eh bien, voilà, il va nous la décrire dans un chapitre qui s'appelle Le flot brun. Il avait écrit aussi, j'en avais parlé, Coulée brune, où il montrait dans ce livre-là
retour de la rhétorique, du langage de ces temps obscurs. Et il y a quelque chose de très intéressant à lire ceci aussi, donc comment traduire ce qu'on a envie de toucher que de très loin, et pourtant il faut parfois mettre les mains dans la boue, quoi, pour montrer ce que ça a été et ce que Hitler a pu être. Mais je n'en parle pas plus aujourd'hui parce que ma voix est en train de mourir, et surtout parce que j'en reparlerai les prochaines fois, donc je vous dis au revoir et à bientôt.